pour espérer gagner à la tête de Montréal. Mais tout ça se fait par le rapport de force. Mais je ne crois pas, moi, à la menace de la partition. Je pense que c'est une arme surtout psychologique, mais qu'il n'y a pas de fondement juridique. Pour la question des Autochtones, encore là, c'est une question de réalité dans les faits, plutôt qu'une question juridique, à mon avis. Jacques Parizeau, lui, avait pour idée, en 1995, que s'ils veulent rester dans le Canada, que ce seraient les seules communautés qui pourraient le faire, continuer à se faire approvisionner par Ottawa, etc. Puis le calcul était que ce soit une situation qui ne dure pas très longtemps, puis que dans les faits, les communautés autochtones reviennent dans le Québec, parce que c'est là qu'elles sont situées, qu'elles auraient aussi intérêt davantage à être dans le Québec. Parce que qui a créé les réserves fédérales, si ce n'est que le régime d'Ottawa? Qui maintient les Autochtones dans une telle condition, si ce n'est le régime d'Ottawa? Donc là-dessus aussi, il y a un travail à faire. Olivier. Bonjour. Merci beaucoup pour votre exposé, pour le livre également que j'ai lu, qui est très intéressant. Merci, Maître Rousseau. Merci. On présente souvent votre livre comme étant un procès de l'étapisme. Évidemment, c'est ça en grande partie. Mais il y a une nuance que je voudrais souligner, que vous avez déjà apportée dans votre exposé, mais je voulais souligner parce qu'elle est vraiment très importante, c'est la différence entre l'étapisme de 80 et de 95. C'est-à-dire que c'est vraiment toute la différence du monde de dire on veut un mandat négocié, puis après ça, si on arrive à une entente à Ottawa, on fera un deuxième référendum. Une espèce d'ultra-étapisme avec le trait d'union et tout, et versus 95, qui est un étapisme dans la mesure où il y a un référendum, donc c'est pas élection référendaire, mais où on dit effectivement on ira de l'avant si jamais Ottawa ne veut pas négocier. Donc là-dessus, je pense que dans votre livre, c'est important de faire vous faites bien cette nuance-là, puis je tenais à le souligner parce que c'est vraiment central. Il y a un point commun, par contre, fondamental, qui fait du référendum le moment inaugural plutôt qu'un moment de ratification, plutôt qu'un moment qui dit finalement on entérine une politique, une réalité qui est déjà en vigueur. C'est là, à mon avis, aussi où il y a le problème fondamental. Parfait, on y arrivera dans quelques instants. Autre point sur lequel je vais attirer votre attention, c'est donc entre 80 et 95, vous attribuez au moins en partie la remontée de l'option du oui de 10% au fait que, justement, puisqu'on dépendait moins d'Ottawa, on disait si Ottawa n'a pas négocié, on va de l'avant quand même, ça donnait un petit peu plus de crédibilité à l'option et moins de crédibilité au refus présumé d'Ottawa annoncé de négocier. Donc là-dessus, je vous suis. Mais évidemment, ce qu'on a beaucoup retenu de la différence entre 80 et 95, c'est qu'entre les deux, il y a eu, évidemment, l'échec de Meiji. Et là, je me demande si les souverainistes, lorsque, par exemple, en 84, ils décident d'aller et de tout faire pour battre le Parti libéral du Canada aux élections fédérales, et ils décident donc de forcer, ce qui force Mulroney à faire une alliance avec les souverainistes, entre autres, et ça force Mulroney donc à promettre une réforme du fédéralisme qui va échouer, qui va mener au référendum des 95. C'est quand même un beau moment dans l'histoire du Québec, quand on retrouve des gens du Parti québécois, de l'Union nationale, du Parti libéral du Québec, qui tous ensemble vont se rallier aux conservateurs pour battre absolument les libéraux fédéraux qui viennent de nous planter avec le rapatriement de la Constitution. C'est quand même un beau moment et stratégiquement, ça va mener au gouvernement Mulroney à l'échec donc de Meach, mais c'est ça qui va permettre ensuite, en 1995, un référendum presque gagnant. Donc il y a cette flexibilité stratégique des souverainistes qui, à mon avis, sur le moyen terme, a quand même été payante puisqu'on a failli gagner en 1995. Donc ça, c'est une petite, vous pourrez commenter ça, puis c'est plus le long du commentaire. Ensuite, ma question, c'est plus de savoir ce que vous suggérez. Ça ressemble beaucoup sur le plan théorique à la gouvernance souverainiste, qui avait été élaborée entre autres par Claude Villeneuve et d'autres à l'époque où Mme Marois était en opposition. Bon, maintenant on peut critiquer sur le plan pratique ce qu'en a fait le gouvernement Marois, mais sur la notion même, sur la théorie, entre autres la charte de la laïcité, mais en plus elle n'a pas pu l'associer explicitement à la gouvernance souverainiste, mais oublions à la limite le bilan du gouvernement Marois, qu'il y a du bon, qu'il y a du moins bon, mais strictement sur le plan théorique, qu'est-ce qui différencie votre proposition de la gouvernance souverainiste telle qu'elle était élaborée théoriquement avant la prise du pouvoir par le PQ en 2012. OK. Alors, ça faisait beaucoup de commentaires de réponse. Pour commencer avec la question de l'alliance des souverainistes et des nationalistes pour battre les libéraux dans les années 80, avec le beau risque, qui s'est appelé le beau risque du fédéralisme, pour laquelle René Lévesque voulait embarquer le PQ. Pour commencer, je comprends à ce moment-là qu'on avait voulu le faire. Moi, je ne l'aurais pas approuvé dans le temps d'avoir été là. J'aurais fait partie des Jacques Parizeau, Camille Lorrain, Gilbert Paquette, etc., qui ont tous quitté pour protester contre ce virage, qui avaient peut-être compris un peu à l'avance que c'était voué à l'échec, mais je comprends qu'on avait peut-être besoin d'assister à un échec de plus du caractère réformable du Canada. D'ailleurs, c'est une alliance qui s'est maintenue aussi l'élection suivante.
où le Québec a en très grande partie appuyé les troupes de Brian Mulroney parce que ça signifiait l'accord de libre-échange avec les États-Unis qui permettait le Québec de sortir du simple cadre financier, du simple cadre économique du Canada. Donc, c'était une manière, finalement, un peu de préparer la question de 95 aussi, de dire, si vous voulez rien savoir du partenariat, c'est pas grave, on n'est plus dépendant de vous autres. On fait davantage d'échanges nord-sud que d'échanges est-ouest avec vous. Donc, c'était le calcul aussi là-dedans de nombreux souverainistes. Je comprends qu'on ait voulu jouer dans ce film-là un temps, mais encore là, dire que c'est ce qui nous a mené à la victoire référendaire de 95, à la quasi-victoire référendaire de 95, je ne suis pas en désaccord, quoique quand même on constate qu'entre 90 et 95, il y a une chute dans l'opinion publique, ça ressort, mais en 5 ans, ça a eu le temps de beaucoup s'estomper. D'ailleurs, quelques mois avant le référendum, il y avait moins de 10% des Québécois qui disaient on en veut un, à peine. Donc, même beaucoup moins que maintenant, avec la suite qu'on connaît. Mais encore là, tout ça revient à faire encore du référendum le grand soir, l'exercice autoréalisatoire de la souveraineté. Donc, le moment où on le capte. Les gens sont fâchés, on le met là. Ouais, on a bien calculé notre affaire, on le met là. Il y a assez de gens fâchés, 50% plus 1. On a bien compté les bouts de carton, c'est réglé. Aucun rapport de force. Aucune réalité, aucun géopolitique, aucun concret là-dedans. Puis même si le référendum de 95 était manœuvré de manière beaucoup plus réaliste que celle du premier, par Jacques Parizeau notamment, il y avait erreur à mon avis, quoique à ce moment-là, il croyait réellement le gagner. Je comprends sa réaction aussi. Mais avec le recul, on peut constater qu'il y a eu erreur à renoncer encore une fois à une réelle gouvernance allant dans le sens de la rupture, allant dans le sens de l'indépendance du Québec. Puis pour répondre à la question, la différence avec la gouvernance souverainiste, c'est qu'on se demande, peut-être non, je viens après, en fait, autre parenthèse, la flexibilité des souverainistes. Je comprends un petit peu de votre commentaire, le message sournois à l'effet qu'il faudrait peut-être faire une alliance avec les autonomistes et peut-être chercher les rapatriements de pouvoir, qu'en cas d'échec, on démontre aux souverainistes, on démontre aux Québécois que le Canada ne leur donnera rien et qu'en cas de réussite, ça sera juste gagné pour nous. Mais je pense que là aussi, on a joué dans ce film-là aussi. Le lac Meech, il a déjà échoué, on ne peut pas le faire échouer une deuxième fois. Le Canada ne donnera d'ailleurs pas plus au Québec, alors qu'il est encore plus minoritaire qu'il l'était dans le temps. Et plus fondamentalement encore, juste au niveau tactique, les Québécois vont voir venir les souverainistes 100 km avant. On va dire, vous aviez fait une demande en sachant qu'on allait vous dire non pour qu'on soit choqués. Ils vont se sentir manipulés 100 km à l'avance. Donc moi, je n'y crois pas. Donc, là, pour revenir à la gouvernance souverainiste, qu'est-ce que la gouvernance souverainiste, sinon dans les faits, une simple bonne gouvernance nationale? Il était question d'occuper au maximal nos champs. Je suis d'accord aussi. Je suis d'accord qu'il faut que ça se fasse. Mais de ne jamais dépasser ce cadre de développement-là. Ça, à mon avis, en ce sens-là, ça va toujours être voué à l'échec. Il y a encore une autre variante qui a plus rapport avec du verbiage qu'avec un réel changement de paradigme. Bien que Mme Marois, au début, quand elle a justifié ça, elle avait des arguments qui, oui, étaient similaires aux miens. Elle disait on a trop résumé ça au simple référendum, on a trop été dans des questions mécaniques de calendrier, de date. Au niveau de la rhétorique, le verdict était le bon, mais je trouve la solution, le diagnostic, très incomplet. Bonjour. Bonjour. Je sors un peu de votre analyse historique là, pour se concentrer un peu sur ce qui se passe cette année. Bon, on s'entend que ce qui se passe en ce moment avec le gouvernement conservateur et le gouvernement libéral est en train de déconstruire lentement, rapidement, ce qu'on a construit dans les années 60-70 notamment. Et, dans la perspective qu'on est en campagne électorale fédérale en ce moment, est-ce qu'on peut s'attendre, dans le fond, ça vient un peu de la stratégie, mais qu'est-ce qu'on peut espérer d'une campagne électorale fédérale? Parce qu'on avait Bernard Landry et Mario Beaulieu ici le mardi. Dans le principe, dans le message, c'est parfait le bloc. Là. Mais dans la mesure où on veut limiter les dégâts qu'Ottawa peut faire au Québec à court terme, dans la souveraineté, qu'est-ce qu'on
Qu'est-ce qu'on doit espérer à Ottawa? On les limitera jamais, disons, de manière permanente, ça c'est certain. Parce que le Canada aujourd'hui, s'il est dans son virage pétrolier, tout ce que vous voulez, le placement vers l'ouest, quoi qu'on verra véritablement, il est encore trop tôt pour savoir si la baisse du coût du pétrole va vraiment changer en profondeur la politique canadienne. Mais il ne procède que selon ses intérêts. Moi, du temps du Bloc, on entendait parler des valeurs, que nos valeurs seraient environnementales. C'est pas une question de valeur, c'est une question de simple intérêt national. C'est pas parce qu'ils prennent plaisir à polluer qu'ils sont pétroliers. C'est simplement que leur intérêt fondamental est là, que leur intérêt géopolitique est vers l'ouest, et le Canada se transforme vers ça. Puis on a vu par la suite, peut-être que M. Harper est celui qui a assumé le véritable visage du Canada changeant, parce qu'on a vu Thomas Mulcair dire par la suite, les sables bitumineux, bonne idée, c'est bon pour le développement. Justin Trudeau n'a pas une position très éloignée de ça non plus. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir des changements de détails, des changements tactiques, des changements de virgule, mais bon sang, l'État canadien va toujours être gouverné pour les Canadiens et par les Canadiens. C'est la simple règle de la démocratie, que c'est la majorité qui l'emporte, puis c'est correct de même. Mais prenons-en acte, par contre. Puis non, le Bloc ne fera pas l'indépendance à Ottawa, mais le Bloc peut peut-être faire en sorte qu'on va un petit peu mieux se défendre. Le Bloc ne réobtiendra pas 50 députés, probablement, mais je préfère avoir 20 députés indépendantistes qui font une démonstration concrète et réelle, enjeu par enjeu, à chaque période de questions, du bien fondé de l'indépendance, que 50 députés classiques du Bloc qui ne faisaient que faire fonctionner le régime comme il l'était, même si c'était de bonne opposition qui, à plusieurs égards, comme sur le scandale des commandites, nous a permis de faire la lumière sur plusieurs situations canadiennes, mais les actes, malheureusement, allaient en contradiction avec l'objectif final. OK. Donc, vous voyez qu'envoyer plus de députés du Bloc à Ottawa, c'est quand même la meilleure chose qu'on puisse faire. Absolument. Votons pour nous-mêmes, c'est pas compliqué, on a le droit de faire ça, je crois. Votons pour nous-mêmes, et puis, d'ailleurs, je réfléchissais à ça, au début de votre question concernant la déconstruction de l'État québécois. Donc, l'État québécois, lui, quand je dis qu'il faut être dans la réalité et non pas être seulement dans le statut juridique, et la réalité va toujours précéder le statut juridique, prenons Philippe Couillard. Disons que la Révolution tranquille nous rapproche de l'indépendance, que la gouvernance, le mode de gouvernance que je propose, nous en rapprocherait encore plus parce qu'il casserait les fondements du Canada, et que lorsqu'on vote la souveraineté, qu'on vote constitutionnellement la souveraineté, ça ne soit que confirmer un état de fait. Philippe Couillard, c'est exactement ce qu'il fait. Il déconstruit notre État, déconstruit nos institutions, et lorsqu'il signera la Constitution canadienne, ce ne sera que confirmer notre état de fait, lui qui nous engage dans la voie de la canadianisation croissante et de plus en plus intensive. Merci. Merci à vous. En restant ici, moi, je pense qu'on ne parle pas assez du fait qu'on a déjà dit non dans un référendum au Canada, parce que Charlottetown, on l'a refusé avec une forte majorité. Le contenu de Charlottetown n'a jamais été repris. Je pense qu'on manque de stratégie intellectuelle par rapport à la question de la souveraineté. Puis, le plus gros problème qu'on a, c'est que même quand je t'écoute, je partage absolument toute ta vision. Mais l'idée d'aller gouverner une province... Justement pas. Ben, c'est ça. Mais tu sais, l'idée là, de construire, il y a encore de l'étapisme dans ce projet-là. Et moi, je pense qu'il faut avoir le courage de dire qu'on fait l'indépendance. Ben, c'est ça. C'est un mandat ce que je propose, c'est un mandat pour réaliser l'indépendance. Pas un mandat pour consulter, pour faire l'indépendance un jour. C'est encore flou. Non, c'est très clair. Vous viendrez acheter mon livre. Pour moi, là, le lendemain d'une élection, il faudrait être capable de dire on s'en va de ce... Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne se fait pas simplement par un vote au Parlement, puis le lendemain matin, c'est fait. Il y a toutes sortes de choses qui doivent se construire au-delà de ça. On peut adopter le principe, d'accord, peut-être après l'élection, on peut adopter en principe le Québec est libre de ses choix. Oui. Moi, d'ailleurs, ce que je propose, c'est qu'on reprenne la loi 99 qui fait des Québécois les seuls maîtres sur leur territoire et qu'on en fait une constitution québécoise. Oui. Puis là, on intègre la loi 101 là-dedans, on intègre la laïcité, on intègre une citoyenneté québécoise. Ça, on n'a pas besoin de référendum pour faire ça. C'est ça, c'est ce que je vous dis. Là. On commence avec l'élection. Par contre, un référendum éventuellement pour confirmer tout ça, confirmer la réalité.
pense que ça pourrait être un outil très utile. OK. Je vais juste laisser monsieur. À moins qu'il faut quitter. Non. Ouais. C'est un commentaire à ma question. C'est au sujet de la partition. Je veux juste dire, tu as mis le doigt sur les Amérindiens, la question des Amérindiens. C'est faux de penser qu'ils sont très joyeux dans le régime canadien. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dedans si on leur fait des promesses qui vont négocier une fois. En fait, ce qu'ils veulent, c'est une plus grande liberté sur un certain territoire. Je pense qu'on est capable de négocier ça comme on l'a fait il y a une trentaine d'années avec Bernard Henry, la paix des braves. On a montré qu'on est capable de faire de quoi avec ça, puis de ne pas se mettre à côté amérindienne nationale. On est capable. Puis, deuxième sujet, c'est en fait encore la partition. Pour une communauté anglaise au Québec, ben, on a déjà pensé qu'on allait adopter avec une communauté française hors Québec. Ça peut être une option. Dans ce cas-là, on est dans les stratégies plus précises et non pas, disons, dans la stratégie globale. Mais oui, ça peut être une option très valable, absolument. Parce qu'effectivement, il y a eu des choses dans le reste du Canada qui se sont faites, l'abolition du français dans les écoles, etc. Je pense qu'on n'a pas grand complexe à avoir. Puis d'ailleurs, je pense que la plupart des observateurs sérieux vont bien consentir à dire que les anglophones du Québec sont probablement la minorité la mieux traitée au monde. Ce que j'ai cru comprendre, on veut faire un fi de l'étape juridique de la Constitution, ça. Ça n'est pas fait, je vous laisse aller. Ouais, ben, ça prend une certaine reconnaissance des pairs des autres pays pour qu'on puisse exister en tant qu'État. À ce moment-là, si la Cour suprême ne donne pas ça, comment qu'on fait pour y activer la difficulté à comprendre ça? Ben, ça ne va pas se faire en attendant la Cour suprême, justement. La Cour suprême, s'il y a une constante dans ses jugements, c'est que c'est jamais le Québec qui a raison. Puis le quoi qu'il y a encore là, sur la Commission des valeurs mobilières uniques, ils ont certes dit d'accord parce que le Québec ne tirerait pas son épingle du jeu, on la refuse à Toronto, mais on vous donne quand même des conseils en dessous de la table pour le faire pareil, même si on ne vous donne pas l'accord. C'est à peu près ça qui s'est fait. Donc ça, c'est un exemple. Mais il ne faut pas attendre de la Cour suprême. Puis quand vous dites que j'aurais dit d'une certaine façon qu'il faut faire fi du juridique, c'est pas ça. Le juridique, il y a deux importances, et ça doit se faire en parallèle avec le programme pragmatique, disons, de pratique indépendantiste. Le programme, disons, socio-économique qui va dans le sens des gens. Parce que faire juste du juridique, ça ne mobilise pas grand monde. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est de le faire en parallèle, puis ça a deux utilités. C'est, un, de fixer notre propre cadre de légitimité. Donc, si nous n'avons jamais signé la Constitution de 82, on fixe notre propre limite. Dès la Constitution provisoire qu'on pourrait adopter la semaine après la victoire, après une victoire souverainiste. Donc, déjà, ça fixerait notre propre cadre de légitimité. Et l'autre aspect du juridique, disons plus international, parce que le droit international en lui-même, c'est un concept beaucoup plus flou qu'on le pense, il n'y a rien de vraiment défini là-dedans. Ça va être de confirmer la réalité de fait. Puis oui, la reconnaissance internationale, mais ça se fait. La diplomatie, c'est pas du juridique comme tel. Quand on a décidé que la doctrine gérait la joie, qu'on avait le droit de nouer des accords avec la France par rapport à quelques champs de compétences, on l'a fait par nous-mêmes. Les délégations du Québec à l'étranger, la même chose. Donc, beaucoup de choses se font au-delà des règles, et les règles viennent souvent rattraper une réalité. C'est une question à quelle heure est-ce qu'il faut libérer la salle? J'ai des doutes, un peu dans le même sens que ceux qui viennent d'être énoncés. Avant, comme exemple, je peux signaler le cas de la Catalogne. La Catalogne voulait faire un référendum, l'autorité espagnole a dit non. On a fait un pseudo-référendum parce que, disons qu'il n'y avait pas les conditions qui encadrent cet exercice-là. Et ça veut dire que, du point de vue légalité, c'est la légalité représentée par le gouvernement espagnol qui est toujours en contrôle de la Catalogne. Maintenant, comme exemple,
je crois que vous avez mentionné faire un système d'assurance chômage au Québec. Par exemple. Par exemple. Maintenant, le système d'assurance chômage actuel, il est financé par des contributions des employés puis des employeurs qui vont continuer à le financer pour le fédéral. Est-ce qu'on va demander aux employés et aux employeurs de payer pour le fédéral sans rien recevoir et de payer une deuxième fois Mais pour recevoir quelque chose. Comment? Contrairement au fédéral, le Québec donnerait quelque chose. On ne va pas charcuter notre régime comme Ottawa l'a fait, par exemple. Je ne veux pas défendre du tout la façon dont l'assurance chômage est Mais je vais vous donner un exemple historique. Mais je parle du financement d'un régime québécois quand déjà les employés et les employeurs financent un régime fédéral. Ben, je vais vous donner un exemple historique. Quand le Québec a mis sur pied son ministère du Revenu, a décidé de prélever un impôt. C'est un impôt de plus. Et finalement, c'est Ottawa qui a reculé. Au début, tout le monde disait les Québécois n'embarqueront pas, mais il se trouve qu'ils ont embarqué. Il suffit de démontrer qu'on le fait pas mal mieux qu'eux autres, puis je pense que ça ne sera pas trop difficile dans les circonstances. Puis la Catalogne, vous parlez de la Catalogne, leur légitimité, ils se l'imposent quand même. Oui, leur référendum a été déclaré bidon, mais là, ils optent justement pour la gouvernance, pour la pratique indépendantiste. C'est ce qu'ils viennent de choisir. C'est la direction qu'ils viennent de prendre. Puis là, leur élection va porter là-dessus bientôt. Après l'élection, on verra. Merci à vous. Question très courte. Quelle légitimité juridique accordez-vous à la Constitution de 1982 dans le cadre du... Aucune. Là, je regrette ma réponse trop courte, mais comme je Parce qu'on est d'accord. des fois, il ne faut pas s'enfarger dans trop de détails. Moi, je ne comprends pas, M. Savard, pourquoi le Québec est demeuré dans le Canada, même si on n'a jamais signé la Constitution. C'est comme un mariage forcé. On est contre les mariages forcés, d'une façon ou d'une autre, on n'est même pas mariés, on vit en conjoint fait. Qu'est-ce qui nous permettrait de partir sans signer de papier? Il n'y en a pas de papier. Pourquoi qu'on part pas? Pourquoi qu'ils ne mettent pas dehors? Peut-être que c'est ça qui va venir un jour. J'espère. Ben, moi, je trouverais ça mieux qu'on sorte par notre propre consentement. Ça serait plus glorieux que de se faire mettre dehors. Ça serait d'ailleurs, parce que c'est important dans la fondation d'un pays d'avoir des mythes fondateurs. Puis ça serait mieux de dire qu'on est parti par nous-mêmes plutôt que de dire qu'on s'est fait un peu mettre dehors, qu'on s'est fait montrer la porte. Et effectivement, mais comment se fait-il que gouvernement après gouvernement, souverainistes comme fédéralistes, ont entériné dans les faits cette constitution-là? On s'est toujours plié à ça. Puis pour revenir à la Charte de la laïcité, on n'arrêtait pas de dire « Inquiétez-vous pas, ça va être constitutionnel ». Comment se fait-il que geste par geste, on est toujours en train de s'excuser de vouloir ne pas la respecter? Comment se fait-il qu'on est toujours en train de s'y conformer, malgré le fait que c'est une constitution qui nous condamne au ratatinement? J'ai l'impression que c'est la Cour suprême qui tout le temps. Il nous ramène toujours à la Cour suprême, qu'on dirait que oui, on s'excuse de survivre et de continuer à vouloir survivre. Tout à fait. Par rapport à l'impôt provincial, au début de la Constitution canadienne, à ma connaissance, il n'y avait pas d'impôt fédéral. L'impôt fédéral est arrivé avec la guerre de 14. Donc, je pense que même juridiquement, on pourrait juridiquement faire la preuve que le gouvernement du Canada a volé ce pouvoir d'imposition-là aux provinces. C'est pas... moi, je pense qu'on est pratiquement indépendant sur le plan constitutionnel. Mais beaucoup de choses ont changé depuis 82, par contre. Puis celle de 67, basée sur les deux peuples fondateurs, est très loin aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le multiculturalisme, donc c'est l'idée que le Québec est une communauté parmi d'autres. Donc pas de droit comme nation, comme collectivité, comme telle. Autrement dit, le Québec est condamné à quémander des accommodements raisonnables pour sa grosse minorité. Mais on n'a pas accepté. On ne l'a pas accepté, mais justement, inversons la direction. Tout est dans la direction historique. Et même au niveau de l'impôt, on n'a pas accepté. Le Québec était contre en 1914. D'où le fait que les faits ont souvent plus d'importance que les règles.
Aucune province ne l'a demandé. Stephen Harper, par contre, quand il était militant albertain, il avait déjà publié une lettre qui disait on veut avoir tous les mêmes droits que le Québec, toutes les mêmes institutions distinctes que le Québec. Il l'a oublié, je pense. Peut-être une dernière question Oui. avant de conclure. Bonjour, bonjour tout le monde. Moi, je vais faire part de l'opinion personnelle, d'un petit constat, puis j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Moi, je suis journaliste depuis 2012 seulement, là. Puis ça fait quelques assemblées que je vois que ce soit des coups, des rassemblements comme ça. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on parle souvent de la mécanique et de toute la conjoncture, justement, possible ou non possible, qu'est-ce qu'on en fait. Puis je suis content, félicitations de vous attaquer à quelque chose de plus structurel. Mais moi, il me semble qu'il y a quelque chose de plus fondamental, tu sais, à côté de quoi on passe, c'est l'enseignement d'histoire. Ouais. Moi, c'est quelque chose de dramatique, où est-ce que les souverainistes ont fait beaucoup de bonnes choses, mais là où on échoue, c'est depuis 1976, on fait l'enseignement d'histoire. Moi, je me suis toujours considéré comme un bon étudiant, et mon cours d'histoire secondaire 4, on dirait qu'il nous a mis à l'autre, tu sais. Dans la réalité, c'est qu'on est ici, tout le monde a l'intérêt pour la souveraineté, on s'informe. Mais dans les faits, là, si vous sortez et que vous allez parler aux gens sur la rue et vous demandez c'est quoi pour vous 1759 ou promener à Québec, c'est le plan d'Abraham, c'est beau, c'est fun, c'est plein de drapeaux canadiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vous posez simplement la question pourquoi est-ce qu'on fait partie de ce Canada-là? Les gens vont regarder, c'est vraiment. C'est ça la question qu'il faudrait poser. Donc, en tout cas, moi, je ne sais pas si la Génération nationale a un certain pouvoir dans la campagne à l'élection, mais c'est quelque chose que je pense que beaucoup de gens avaient s'impliquer ou pousser fort pour les prochaines steps, c'est justement quelque chose de concret au niveau de réforme de l'histoire. Je sais que le gouvernement Marois a presque réussi, là, mais il me semble que c'est fondamental. Le gouvernement Marois avait 3 choses en chantier. C'était l'enseignement d'histoire au secondaire, le cours d'histoire obligatoire au cégep et les chaires de recherche, les chaires universitaires de recherche en identité québécoise. C'était les 3 chantiers liés à la connaissance de soi. Puis 2 sur 3, les 2 dernières que j'ai nommées, ont été immédiatement abolies par le gouvernement Couillard. Donc, ça, c'est difficile à faire quand il n'y a pas de parti souverainiste au pouvoir. Mais c'est évident qu'il y a toutes sortes de campagnes, les raisons historiques, les raisons présentes, les raisons futures. Est-ce qu'on pourrait parler davantage d'histoire? Je pense que c'est essentiel. Avoir une perspective historique pour ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant, ça serait fondamental. Puis je serais même prêt à aller plus loin en vous disant que beaucoup de militants souverainistes en auraient besoin d'un cours d'histoire pour éviter de refaire les erreurs que nous faisons depuis toujours. Parce que, tu sais, un point important, c'est quand on parle de nation, on parle de la nation québécoise, beaucoup de gens, on parle de nation, monsieur, madame, tout le monde, ne comprend pas c'est quoi le concept de nation dont on parle, tu sais. On parle de l'unité territoriale. Non, c'est l'histoire, simplement. Je pense que si on développait cet aspect-là, ben, on devrait pas devenir un référendum avec 50%, on serait déçu de gagner avec 60%. En tout cas, c'est une opinion. Mais il paraît que c'est pas les vraies affaires de la nation. Il paraît que le collectif n'a aucun rapport avec la gestion quotidienne des affaires de la cité. On nous a dit ça dans une campagne, puis ça a l'air d'avoir marché. C'est un peu surprenant comme logique. Mais c'est peut-être aussi le défi est peut-être là de faire justement de ramener une vision de l'intérêt collectif, une vision du bien commun, une vision de la nation comme étant le meilleur cadre pour se développer. Et là même, votre question portait un peu sur l'éducation qui serait défaillante pour la conscience de la nation. Maintenant, c'est même rendu pire. Moi, je viens de sociologie, puis je peux vous dire qu'on concocte toutes sortes de théories qu'on enseigne pour nous faire comprendre que la nation, ça n'existe pas vraiment. On est rendu là. Mais c'est une opinion, tu sais. C'est une opinion valable au sens où il y a beaucoup de gens qui disent que le nationalisme s'est amené à une pire catastrophe, tu sais. Mais ça reste une opinion simplement qui n'est pas partagée, je pense, par la majorité des gens non plus. Ben, heureusement, mais il y a quand même tout un jeu qui est à faire pour investir le champ de l'éducation. Ça, c'est clair et net. Pour transmettre à l'apprenant, c'est maintenant le terme qu'on lui donne, parce qu'il paraît qu'élève, c'est trop méchant, c'est trop rigide. Mais l'apprenant, il doit à tout point être égal à son professeur, il paraît aussi. Et ne pas se conformer à ses méthodes de travail. Vous voyez tout le bien que je parle de la réforme scolaire. Mais ce serait bien qu'on lui transmette aussi, outre sa petite conscience individuelle sur laquelle est centré notre système scolaire maintenant, qu'on lui transmette une vision du collectif, que quand tu arrives dans quelque chose, oui, tu y contribues, oui, tu es toi-même, oui, tu amènes ton originalité, ton authenticité,
Mais tu t'es inscrit dans une entité qui était là avant toi, puis qui va continuer après toi, qui te dépasse. Mais tu vas y contribuer, oui. Puis ça serait peut-être le temps de ramener ça aussi. On n'enseigne aucunement le concept de société, tu sais. C'est toujours les aspects individuels, tes compétences individuelles, mais il n'y a jamais le concept de communautaire à la limite, tu sais. C'est complètement hors champ. Effectivement. Petit mot de la fin. Un bon applaudissement. On va les lire avant, s'il y en a qui sont intéressés, mais j'aimerais aussi juste dire que Simon Pierre a fait une super présentation sans aucune note. Donc on voit qu'il connaît son sujet, c'est remarquable. Je profiterai pour dire que demain, on conclut notre première semaine avec Mathieu Arès, qui est professeur au département de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Il va venir parler de la péréquation. Je pense que c'est un sujet que, encore aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas ou connaissent mal, la péréquation. Mais je veux aussi vraiment profiter du fait qu'on a Guillaume Rousseau qui donne une conférence le 2 février avec Mme André Lajoie. Puis je pense que c'est l'idéal qu'il prenne 30 secondes juste pour dire un beau spot publicitaire de pourquoi il faut aller à sa conférence le 2 février. Merci beaucoup. Donc, une des raisons pourquoi il faut aller à cette conférence-là, c'est qu'on l'a vu avec Simon Pierre, on a fait un peu dans notre réflexion. Et à un moment donné, on s'est buté à des questions juridiques et tout, donc on ne peut pas se passer des bons juristes pour faire une réflexion complète sur la question de la souveraineté. Alors, moi et surtout André Lajoie. C'est en train de nous dire pourquoi sa conférence va être plus plate que la mienne. Non, ça devrait être quand même très bon. Donc, André Lajoie, qui est une grande professeure de droit constitutionnel, moi qui suis un jeune professeur, on va ensemble parler des aspects constitutionnels, la Constitution canadienne, comment ça peut nous amener à mieux réfléchir à propos de l'indépendance. Alors, c'est le 2 février, sur l'heure du midi, ici sans doute. Non, à la faculté de droit, c'est même moi qui ai réservé la salle. À la faculté de droit, donc, on a fait le salon du personnel, donc 2 février. Alors, on vous attend aussi nombreux qu'aujourd'hui avec des aussi bonnes questions. Merci. Donc, merci et à demain, tout le monde.